Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode, je veux dire l'épisode 13, non, l'épisode du 13 juin de NXT. Voilà, épisode que j'ai trouvé beaucoup mieux que celui de la semaine dernière. Enfin du moins en tout cas moi j'ai passé un meilleur moment. Voilà, la personne qui m'a répondu en commentaire, je te répondrai pendant que cette vidéo là se mettra en ligne. Donc techniquement je t'aurais déjà répondu quand tu verras celle-ci, parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps entre deux, mais ne t'inquiète pas, je te répondrai. Bon, après, t'as remarqué que les trois quarts du temps, je réponds toujours un peu en retard, mais j'essaie quand même de faire un maximum pour répondre aux commentaires. Bref. En tout cas, on va revenir sur cet épisode et puis on va un peu débriefer ce qui s'est passé, dont un moment qui, honnêtement, m'a mis les larmes aux yeux. J'étais à deux doigts de chialer, tellement je trouvais ça beau. Voilà, donc on revient sur tout ça. On commence donc par ce qui, à mes yeux, était le meilleur match de l'épisode, hein, l'opener, Schism contre Wesley avec Tyler Bate et Mustafa Ali. Voilà, alors j'étais très étonné que ce soit le match que je préfère parce que, bah, encore une fois, vous savez, les matchs par équipe, c'est pas trop mon kiff. Mais alors celui-là, il est incroyable. Là, ce soir, je vois une amie. Bon, normalement, on se voit pour un peu geeker et tout. Mais comme ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de catch ensemble, je pense que quand on se remettra à regarder du catch, c'est un des matchs que je pourrais lui montrer. De toute façon, je pense que les matchs de Wesley, c'est des matchs que je peux facilement lui montrer parce qu'ils sont toujours excellents. Mais alors celui-là, franchement, c'était... Genre, c'est vraiment un match que je conseille alors que j'aime pas les matchs par équipe. Donc c'est pour dire à quel point je l'ai adoré. Euh, Parce que du coup, il s'est passé plein de choses. Alors, il y a des trucs qui sont un peu abusés, hein. Il y en a toujours les bastons à certains moments, avec tout le monde qui envoie ses coups spéciaux et tout. Bon, ça, c'est toujours un peu abusé dans les matchs par équipe. C'est toujours un truc qui me saoule un peu, mais en même temps, voilà, ça fait réagir le public. C'est trop cool, mais voilà. Après, on a eu de la voltige dans tous les coins, du côté des fakes, du côté des heals. Ils ont été plus malins, plus vicieux. Le seul truc qui m'a un peu dérangé dans le match, c'est que Wesley, chez les Faces, c'est sûrement celui qui en a pris le plus dans la tronche par la team des Heels. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage en fait que ce soit le champion qui en prenne plus dans la tronche. Alors je dis pas que les autres devraient apparaître plus faibles, mais je veux dire, ok, t'as Mustafa Ali, il vient du roster principal, tu veux pas trop rabaisser sa puissance et tout. Je me dis, ok, c'est compréhensible, les gens du roster principal sont plus populaires, sont censés avoir plus d'expérience, machin, tu veux pas trop les montrer plus faibles, on peut comprendre. Mais après, t'as Tyler Bate, bon, qui est quand même un très grand catcheur, hein, ça je le nie pas, euh, et, euh, et ton propre champion nord-américain, donc tu peux pas sur les deux te dire, bah tiens, celui que je montre le plus faible dans le match, c'est mon champion. Je veux dire, je trouve ça un petit peu dommage. En fait, c'est le seul point un peu négatif que je trouve, c'est que bon, certes que ce soit les trois, ils se sont tous les trois fait dominer à un moment donné dans le match, mais Wesley, ça a quand même été beaucoup plus long que pour les deux autres. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Voilà, pour moi, j'aurais préféré peut-être que la domination se fasse beaucoup plus sur Tyler Bate et que Wesley fasse les tags de justesse et tout là. J'ai oublié comment on appelle ça. Bah, j'aurais plutôt aimé que ce soit dans ce sens-là plutôt que comment ça s'est passé, que le champion reste quand même fort, juste avant en plus un match de championnat qui aura lieu là, dans quelques jours du coup, dans 4 jours. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais à part ça, le match a été excellent. J'ai adoré le passage avec l'arbitre. Parce qu'en gros, sur la fin, je sais plus trop ce qui va se passer. Si, voilà, il y a Tyler Bate qui va faire le changement avec Wesley. Mais l'arbitre et Joe Gacy ne l'ont pas vu. Ce qui fait que Wesley va se prendre une méga powerbomb. En plus, vous pouvez retrouver cette scène-là sur Instagram de la WWE. La scène elle est géniale. En plus vous voyez après les dives, les trucs. Enfin, ils ont fait un petit moment où voilà, franchement vous avez plein de petites vidéos du match. Et vraiment la dernière vidéo, c'est tous les moments forts de la fin du match. C'est juste incroyable. Franchement, allez voir juste cette petite vidéo du match. Et je pense que ça vous donnera envie de voir le match en entier. Euh, et du coup, Wesley se prend une super powerbomb. Du coup, l'arbitre qui était dans la ligne, il commence à taper. Il fait 1-2. Et là, t'as un deuxième arbitre qui arrive qui l'empêche de taper,
Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Genre, on s'attendait à ce qu'un catcheur, donc soit Bate ou Mustafa Ali, casse le tombé ou quelque chose. Et là, c'est un arbitre qui vient stopper le match, enfin qui vient stopper, je veux dire, le décompte, et puis qui est en train de lui dire, non mais là, tu fais n'importe quoi, c'est Wesley, enfin, Wesley justement n'est pas l'homme légal du match, c'est Tyler Bate et tout, sauf que l'autre il comprend pas, puisque l'autre arbitre il a pas vu le changement et tout, et ce qui fait que bah, dans la confusion, bah, Tyler Bate il va s'en prendre à Joe Gacy avec sa close line avec élan dans les cordes, puis sa sorte de powerbomb pour la victoire. Donc victoire des Faces, mais avec cette fin qui est un peu comme les matchs hein, de la Bloodline où il y a toujours un truc par rapport à l'arbitre et puis hop, ça permet une distraction. Là, on a un peu eu ce cas-là, en quand même moins abusé que, que la Bloodline, mais j'ai trouvé ça quand même très cool. Et c'est là où tu te dis, quand on revient à l'idée des matchs entre Damon Kemp et Eddie Thorpe, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ben, la NXT, ils mettent pas la même qualité d'écriture dans toutes les histoires. C'est-à-dire que là, t'as un arbitre qui fait son truc, qui rate son travail et quelqu'un vient et lui dit non bah voilà tu t'es raté. En plus déjà tu dis il était où là le deuxième arbitre parce que j'ai jamais fait attention à où il était pendant le match, mais d'un coup il apparaît, il stoppe le décompte et il est en mode non là tu fais une erreur et tout. Et tu dis pourquoi est-ce que là, dans ce cas-là, t'as un deuxième arbitre qui s'en rend compte, qui vient remettre les choses en ordre, alors que avec Damon Kemp et Eddie Thorpe, bah t'as personne qui vient ou personne qui dit tiens regardons les vidéos ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a un peu une différence d'écriture. Alors en coulisses, on verra quand même Damon Kemp aller se plaindre chez les arbitres à propos de ça. Il va même s'en plaindre à Edizor parce qu'Edizor plus non plus, il dit qu'il a pas vu le pied dans la corde et tout. Donc ce qui mène sûrement à un nouveau match à un moment donné. J'espère qu'une stipulation comme ça évitera que y ait encore cette excuse du pied dans les cordes et que ça mette vraiment fin à cette rivalité. Euh, mais voilà, juste pour dire que voilà, il y a quand même par rapport aux arbitres une différence d'écriture quand même incroyable. Et on voit ça juste en 2 semaines que voilà, il y a vraiment un truc qui va pas. Même si j'ai adoré ce qui s'est passé cette semaine, bah, par rapport à la semaine dernière, tu dis ok, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Bref, on passe à ce moment qui m'a mis à 2 doigts de pleurer parce que c'était tellement, mais tellement fort. On a Braun Breaker qui vient au ring et pendant qu'il est en ring, on a le public qui chante le thème de Seth Rollins, c'était génial. Euh, je dirais juste à Braun Breaker qui avait un petit défaut sur sa tenue, c'est le collier. Le collier, ça m'a tout de suite fait penser à Vin Diesel. Je me suis dit, oh non, surtout pas ça, pas, tu peux pas faire référence à ce connard. Enfin bref, Braun Breaker ne fait pas ça. Mais bon, à part ça, Braun Breaker était hyper stylé, hyper charismatique et tout. Mais je trouve que le collier qui fait trop Vin Diesel, ça m'a. Je me suis dit non, fais pas ça. Je déteste ce type. C'est devenu tellement un gros con. Voilà, on a vu le cas avec Dwayne Johnson. On voit qu'en plus maintenant, il refait le même cas avec Jason Momoa. Bref, insupportable ce mec. Bref, on n'est pas là en tout cas pour parler de Vin Diesel. Mais du coup, Braun Breaker il vient au ring, donc il veut Seth Rollins et tout, il veut ce match de championnat, il va critiquer tous les autres du roster principe, enfin du roster de NXT plutôt, notamment en critiquant Dragunov, en disant ouais le mec il dit hyper intense et quand il s'est pris mon spear il faisait beaucoup moins le malin. Bon, il dit pas ça comme ça, mais globalement c'est ce qu'il veut dire. T'as même Dragunov qui va vouloir venir le frapper et tout, t'as la sécurité qui l'en empêche de venir jusqu'à lui, et puis t'as Ranker qui est là, mais regardez, c'est ce que je suis en train de dire. Le mec là, il se dit intense, il est même pas capable de passer 2 3 mecs de la sécurité pour venir me frapper là. Donc c'était vraiment très bien foutu, surtout que nous on connaît Dragunov, on sait que le mec est réellement intense, est réellement puissant et tout. Mais là, ils ont bien joué la scène. Je trouve que ramener Dragunov juste pour ça, c'était vraiment très bien joué pour vraiment remettre bien Braun Breaker sur un piédestal par rapport aux autres mecs de NXT. Parce que lui, il aurait clairement défoncé tout le monde pour passer jusqu'au ring. Donc voilà. Et finalement, Seth Rollins apparaît à l'écran
Et bon, j'aurais quand même préféré que Seth Rollins soit vraiment sur place. Ça aurait été génial, mais bon, c'était compliqué quoi. Le mec, il est quand même à Raw, il fait son tournage pour Captain America en même temps, donc c'est compréhensible qu'il peut pas être partout en même temps. Même si la semaine prochaine, il sera sûrement en tournage à Raw et à NXT. Donc le mec, voilà, quand même, on peut dire respect, hein. Voilà, il fait beaucoup de choses en même temps. Et du coup, Seth Rollins va apparaître à l'écran disant qu'il apprécie l'approche de Braun Breaker. Il fait ouais, mais après il m'a fait marrer parce qu'en fait, en gros, il lui dit ouais, tu crois vraiment que c'est en disant mon nom 3 fois comme ça que je vais apparaître, que je vais donner une chance pour mon titre et tout. Il me fait c'est pas comme ça normalement, mais j'aime bien l'approche, donc voilà. Et j'ai trouvé ça marrant parce que ça fait le petit délire là avec le démon là, quand tu te mets dans la nuit devant ton miroir, que tu dis 3 fois le mot là, je sais plus c'est quoi, et puis que techniquement t'as un démon qui est censé apparaître dans ton miroir, alors que techniquement c'est juste des déformations visuelles du fait de te concentrer sur toi-même dans le noir, qui fait de déformation et pas du tout l'apparition d'un démon, mais bref. En tout cas, j'ai trouvé la petite référence, ce petit truc un peu rigolo. Et après, il y a ce côté hyper touchant où il dit ouais, quand même, ça serait bien de revenir là où tout a commencé pour moi. Parce que, bah oui, Seth Rollins, au niveau de la WWE, bah, il a débuté à NXT. C'était le tout premier champion de NXT. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quelle figure à la WWE, surtout par rapport à NXT. Et puis il dit bon, je pensais pas qu'un jour je dirais ça, mais allez, Braun Breaker, challenge accepté. On se retrouve la semaine prochaine à NXT pour mon titre de champion du monde poids lourd. Là où tout a commencé pour Seth Rollins. Et je trouve ça. En fait, je l'explique assez mal, hein, mais quand on regarde le moment, il est juste incroyable. Et moi, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose de bizarre. J'ai adoré. Parce que d'un côté, je me mettais à la place du public de NXT en mode, bah, on a quand même un des plus gros catcheurs de NXT, qui a un de ceux qui a le mieux marché, euh, comme, euh, comme Roman Reigns et tout, qui va revenir là, faire un match de championnat. Tu vois, c'est pas juste je reviens pour faire une promo comme à l'époque où il était en rivalité avec Triple H. Là, c'est vraiment, il revient pour un match, et un match de championnat qui sera très certainement en main event. Et je trouve ça juste incroyable. Et du coup, je me mettais à la place du public de NXT qui doit suivre depuis longtemps, qui ont dû être hyper touchés de se dire bah voilà, on a Seth Rollins qui revient faire un championnat chez nous, enfin un match de championnat chez nous, c'est juste incroyable. Et en même temps, bah, je me mettais juste à la place de moi-même, en tant que hyper fan de Seth Rollins, qui pour moi est facile dans mon top 5 des catcheurs du roster principal. Et Braun Breaker, c'est pareil, il est facile dans mon top 5 des catcheurs de NXT. Et là, me dire que ces deux hommes que j'aurais jamais imaginé s'affronter maintenant vont déjà avoir un match de championnat qui, à mon avis, va être une dinguerie, bah, je me dis, j'ai été hyper touché. En plus, Braun Breaker, c'est encore un jeune catcheur à côté de, de Seth Rollins et tout. Il a une opportunité de fou. Et franchement, ouais, ça m'a fait quelque chose. Et j'avais les larmes au bord des yeux. Enfin, la limite comme si c'est moi qui vivais le moment à la place de Braun Breaker, quoi. Ouais, j'étais hyper touché. Mais dans la conclusion, je reviendrai rapidement sur ce moment. Ensuite, on passe à un petit match, bon, qui n'était pas le meilleur match, mais qui était sympa. Donc, Cora Jade contre Thea Hale. Donc, on a eu un match plutôt sympa, hein, voilà. Encore une fois, c'était pas une dinguerie. On donne du momentum à Thea Hale juste avant d'affronter Tiffany Stratton pour le titre de NXT. Donc, on l'a fait affronter Cora Jade parce que bah, Cora Jade, ça reste quand même une adversaire de taille au niveau de NXT. C'est quand même la fille qui, dans les Battle Royale, les trucs comme ça, à élimination ou hyper important, où elle est toujours quasiment deuxième ou troisième, elle est tout le temps voilà, dans les derniers, tout le temps très proche d'avoir des matchs pour les titres et échoue juste avant. Donc voilà, ça reste quand même une personne assez balèze entre guillemets à affronter à NXT. Et du coup, bah, donner une victoire contre Cora Jade à Thea Hale, bah, c'est clairement une bonne chose. Alors forcément, moi ça me fait un peu chier de voir quelque chose préféré perdre comme ça, mais ça reste logique. Ça reste logique. En plus, on a Dana Brooke qui a intervenu, qui a poussé Cora Jade dans l'escalier, qui a pas dû apprécier. Ah oui, non, c'est vrai que Cora Jade lui a foutu une baffe juste avant
parce que du coup Dana Brooke qui était interviewée par Mackenzie, et du coup Cora Jade était apparue, je sais plus ce qu'elles se sont dit, mais je me souviens oui qu'elle lui a foutu une baffe, et qu'ensuite bah voilà, Dana Brooke s'est vengée pendant le match. Et du coup, c'est que en fait, quand Cora Jade a été poussée, ça lui a tapé en fait l'épaule dans les escaliers. C'est quand elle est remontée, c'est pris une soumission sur le même bras, et du coup, bah, elle a abandonné. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fait qu'on baisse pas trop Cora Jade. Voilà, elle reste forte malgré sa défaite. Et en même temps, bah, Thea Hale, elle a une énorme victoire, une très grosse victoire. Et du coup, elle peut aller affronter Tiffany Stratton en disant voilà, j'ai quand même battu quelqu'un de très reconnu dans le vestiaire, de très aimé par les officiels. Et du coup, bah, voilà, c'est quand même un gros truc. Donc c'est qu'aussi au moins on me fait confiance. Et je vais tout faire pour devenir la plus jeune championne de NXT. Parce que c'est ce qui se disait avec Duke Hudson en public, c'est que si elle gagne, et devient la plus jeune championne de NXT, et ce serait juste incroyable pour elle. On se doute bien que ça n'arrivera pas, on s'en doute, mais c'est quand même quelque chose qui peut être à garder en tête. Ensuite, on a eu un match que j'ai pas mal aimé, bien que j'aurais aimé que Noam Dar y participe, mais bon, je sais pas s'il est vraiment blessé ou pas. Bref, on a Nathan Fraser contre Noam Dar à la base pour l'Heritage Cup match. Mais on a Noam Dar qui arrive avec des béquilles. Alors je sais pas s'il refuse de se battre ou si juste il est vraiment blessé. Si quelqu'un peut venir dans les commentaires, parce que j'en ai aucune idée. Sur les réseaux sociaux, je suis abonné à des groupes de catch et tout, mais j'ai pas vu d'informations passer sur une quelconque blessure de Noam Dar. Donc je sais pas si c'est vraiment lui qui dit allez hop, Roman ça, fais le match à ma place, j'ai pas forcément envie de le faire, ou est-ce qu'il est vraiment blessé parce que moi je m'attendais à un moment donné que Noam Dar il intervienne en utilisant justement ses béquilles, en faisant semblant d'être blessé, en frappant quelqu'un avec ses béquilles pour aider Melsa à gagner. Au final, ça n'est jamais arrivé, et même une fois qu'ils ont perdu, il est toujours là en train de entre guillemets, jouer le mec qui est blessé. Donc, si ça se trouve, il est vraiment blessé. Et ça, j'arrive pas vraiment à le savoir. Donc, si quelqu'un a l'info, qu'il n'hésite pas à me le dire. Bref. Donc, Noam Dar cède sa place à Oro Mensah pour le match. On commence avec le tout premier round, Nathan Fraser et Oro Mensah. C'est vraiment très cool. Les deux, ils font une perf de fou, c'est trop bien. Mais malgré ça, Nathan Fraser, en faisant plein d'allers-retours, en courant dans les cordes, il va choper Romansa et lui faire un petit paquet et remporter son premier point dès le premier round, donc très très rapide. Ensuite, au second round, on a Oromensa qui va réussir à remporter son point grâce à une intervention de Lash Legend et de Jackson, j'ai oublié son prénom, du coup, qui vont permettre à Oromensa de faire son coup de pied retourné dans le coin pour remporter son premier point. Donc on a égalité, round 3, tout se passe plutôt bien, les deux mecs font toujours une belle performance, mais pas de points de marqué des deux côtés. Et on arrive au round 4, à nouveau les filles, Lash Legend et Jackson vont tenter à nouveau de gruger, sauf que cette fois on a Valentina Feroz et cette autre fille, dont je ne connais pas le nom, qui vont intervenir, et ce qui fait que, comment il s'appelle, Nathan Fraser, qui était maintenu dans le coin, va esquiver le coup de pied retourné de Romansa. Il va pouvoir placer, pareil ça vous pouvez le retrouver sur Instagram, il va placer sa sorte de saut de la troisième corde à moitié en vrille et tout, qui est juste incroyable à regarder, pour la victoire, puisqu'il marque son deuxième point, et du coup, Nathan Fraser est le nouveau détenteur de l'Heritage Cup de NXT. Et voilà, le match, franchement, il était incroyable. Je le conseille également, franchement, il était absolument génial. Encore une fois, j'aurais tellement aimé que ce soit Noam Dar qui fasse le match, mais s'il est vraiment blessé, bah, forcément, faut qu'il se soigne au lieu d'affronter des gens. Ensuite, petit match, encore une fois, sympa, mais un peu. En fait, c'est un peu le match, un peu comme Cora Jade et Hale, tu dis, bon, c'est sympa, mais voilà, on en a un peu
pas grand chose à faire. C'est Daba Keito contre Script et Axiom dans un handicap match. Alors j'ai quand même trouvé le match intéressant parce qu'on a un gros travail par équipe des voltigeurs. Donc finalement Script et Axiom qui va réellement devenir une équipe. Et qui font du très bon travail, les deux ils s'entêtent réellement, voilà, Daba Keito a quelques petites offenses, mais finalement il se fait déglinguer par les voltigeurs qui vont juste réussir par combinaison et voltige à vaincre le géant. Et au final, en fait, le plus important qu'on retient dans ce match, en fait, c'est même pas le match en lui-même, c'est l'après-match. Parce que finalement, Script et Axiom vont être agressés par les Lotarios, donc Humberto Carrillo et Angel Garza. Angel Garza qui font leur retour ou leur début, parce que je sais pas s'ils viennent réellement de NXT ou voilà. Parce que je sais qu'à la base ils ont été dans le roster principal, mais ils n'ont jamais réellement été utilisés, ou du moins très mal. Parce que ça fait quand même au moins 3 ans, 3-4 ans que je regarde à nouveau la WWE. Et que en fait j'ai jamais vu ces mecs là, hein. Je le dis honnêtement, je les ai jamais vus ces mecs là. Je connais leur nom, je sais qu'ils étaient présents, mais je les ai quasiment jamais vus. Voilà. Donc voilà, les mecs ils sont là, ils sont de retour, et à mon avis ils vont partir dans la course au titre, hein, parce que on va en parler juste sur le truc d'après. Parce que juste après, on a à nouveau un match à la fois sympa mais osef à nouveau. C'est Edris Enofé contre Malik Blade, donc deux mecs d'une même équipe. Donc la semaine dernière avait une petite discussion et on avait deux autres équipes qui étaient venues leur parler, et du coup bah, ça a l'air de mener à ce match là entre les deux. Et du coup, on a du coup Tank Ledger et Hank Walker qui vont soutenir Edris Enofé, et Brooks et Jensen qui eux vont soutenir Malik Blade. Du coup, le match il est sympa. En plus, les deux mecs en termes de voltige et tout, c'est juste incroyable. Ils sont très très bons. Je sais même pas pourquoi ça fait aussi longtemps qu'on les a pas vus à NXT, parce qu'ils sont vraiment très bons. Alors, certes, en termes de personnages, c'est pas dingue, mais en termes de in-ring, ils sont vraiment excellents. Mais du coup, on a Edris Enofé qui va réussir une souplex de la troisième corde, mais Malik Blade va réussir à remonter, enfin à se relever plus ou moins pour passer en mode à moitié petit paquet afin de vaincre son équipier. C'était plutôt sympa. Bien sûr, les deux ils s'en veulent pas. C'était une sorte de match amical comme il y avait eu entre Tank Ledger et Hank Walker il y a quelques semaines. Donc voilà, les deux sont plutôt contents. Brooks et Jensen surtout eux, parce qu'eux ils étaient côté Malik Blade, donc voilà. Et du coup, on a Booker T qui annonce qu'entre eux, prochainement, il y aura un match par équipe entre les trois équipes pour devenir challenger numéro 1 au titre de Gallus. Et puis bah là d'un coup les trois équipes qui s'entendaient super bien se mettent sur la tronche et tout. Et en hauteur, comme je disais, voilà, on voit les Lotarios qui surveillent tout ça de près et qui à mon avis vont également se lancer dans la course au titre par équipe très 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 prochainement. Alors là, je viens de me rendre compte que j'ai écrit une grosse connerie, parce que j'ai écrit Roxanne Perez contre Roxanne Perez. Alors effectivement que Roxanne Perez l'a emporté si elle se bat contre elle-même. Roxanne Perez contre Tatum Paxley. Alors pareil, le match était sympa. euh, Parce que voilà, c'était un bon match. Voilà, j'ai trouvé que Tatum Paxley faisait pas trop tâche dans celui-là. Surtout que c'est quelqu'un qu'on voit assez peu, donc c'est bien qu'elle soit dans des bons matchs, le peu qu'on la voit du côté de NXT. Euh, et du coup, Roxanne Perez va l'emporter avec une sorte de petit paquet. Alors, je sais pas si elle a remporté avec un petit paquet parce que Tatum euh, n'a pas réussi à vendre le Pop Rocks, ou qu'elle ne savait pas le faire, du coup, ils ont transformé le truc. Mais en gros, ça devait partir en Pop Rock, sauf que Tatum se retenait dans les cordes, mais elle a quand même été emportée au bout d'un moment. Et du coup, ça s'est plus ou moins transformé en petit paquet. Donc, je sais pas si c'est un botch ou si c'était prévu. C'était un peu bizarre. Mais en tout cas, Roxanne Perez l'a emporté. Et ensuite, elle a fait cette petite promo qu'on peut trouver sur le compte Instagram de WWE, où justement elle défie Blair Davenport pour s'affronter toutes les deux. Et en fait, pour moi, le seul défaut de ce match, c'est justement que Blair Davenport n'était pas là. Parce que j'aurais tellement aimé que Blair Davenport soit là aux abords du ring. Pour moi, ça aurait été hyper logique qu'elle soit présente pour soutenir sa pote. Et en même temps, on sent que Blair, parce que juste avant le match,
T'as une vignette d'elle qui est juste incroyable. Et en plus, j'adore parce qu'elle est hyper charismatique et tout, mais moi j'ai envie de la voir se battre. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut vraiment dans un ring et pas la voir dans des promos, même si les promos elle est super bien dedans. Euh, mais genre, elle vient là, en dehors du bâtiment, et puis elle est en mode, alors ici, c'est là où j'ai pété la jambe de machin. Là, ici, c'est là où j'ai pété la jambe de machin. Là, là-bas, vous savez, là-bas, c'est là où j'ai cassé la jambe de Russell Roca. Et franchement, j'ai adoré, c'était trop cool. Et du coup, je pense que Blair Davenport va être portrayé comme cette île, globalement, qui va se servir de Tatum Paxley comme bouclier, comme un peu comme une sous-fifre, et pas forcément avoir du respect. Je veux dire, c'est pas, par exemple, la relation qu'il y a entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Parce que là, ils sont face, plus ou moins, donc tout le monde voit leur relation très cool, mais il s'empêche que quand ils étaient heal, bah, ils avaient déjà plus ou moins cette relation de super pote et tout ça. Que là, avec Davenport et Paxley, on sent que c'est pas la même relation. On sent que bah, ça se voit là quand Davenport a agressé Roxanne Perez à la Battle Royale et qu'elle était un peu mal en point, bah direct Tatum Paxley est venu la sauver et tout. Là, Blair Davenport ont rien à foutre, c'est ouais, voilà, c'est ma petite Sophie, fraise des merdes et tout. Et d'un côté, je trouve ça cool, mais moi j'avais envie de voir Davenport, elle était pas là. Bon bah, on se contentera de sa petite vignette qui était quand même hyper cool. Et on continue avec Baron Corbin, plutôt on termine, hein, puisque c'est le main event, Baron Corbin contre Ilya Dragunov pour devenir challenger numéro 1 au titre de NXT. C'était un très bon match, honnêtement c'était un très bon match, j'ai quand même préféré le match par équipe, tout simplement parce que ici la victoire était trop attendue que ce soit Baron Corbin. Et en plus il y a eu une intervention, parce que voilà, je suis pas fan des interventions. Euh, Parce que voilà, on a Baron Corbin et Ilya Dragunov qui vont s'affronter dans un match de presque 15 minutes. Hein. Le match a quand même duré assez longtemps, il était très cool, très intense. Mais déjà, on a un Dragunov un peu moins en forme avec sa blessure au ventre, enfin sa blessure, son énorme bleu au ventre. Bon, là on le voit pas parce qu'il a une protection, mais nous on l'a tous vu la semaine dernière à quel point son bleu est énorme. En plus, il est pris un spire dessus au passage. Enfin, je pense pas que Breaker l'ait vraiment fait, mais techniquement, nous quand on a vu la scène, on imagine qu'il s'est pris un spire par-dessus le bleu. Euh, et en plus de ça, bah, Baron Corbin, il est hyper malin parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il en profite. Son adversaire, il est blessé au ventre, bah, il en profite. Il tape dans le ventre, il appuie sur la blessure. Bon, après, c'est qu'un bleu, certes, c'est très douloureux. Hein, c'est pas comme une blessure comme avait Cody Rhodes qui pouvait s'aggraver. Mais voilà, là, il est malin, il en profite. Et forcément, tu te dis, t'as un Dragunov un peu entre guillemets blessé, un peu moins fort et tout ça, face à un Baron Corbin en pleine forme, bah tu te dis voilà, en fait le match est quasiment joué d'avance. Même si le fait que ce soit Dragunov en face, tu te dis il y a quand même une chance que Dragunov il gagne parce que bah ça reste Dragunov. Voilà, le mec il est juste incroyable et il peut revenir de n'importe quoi. Et, euh, et au final, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Dragunov s'apprêtait à faire son finisher, il y a Braun Breaker qui va vouloir intervenir, mais qui va se prendre le finisher à la place de Baron Corbin. Ce qui fait que Dragunov il va être un peu désorienté, il va se prendre le End on Dales. Et du coup, bah, Baron Corbin l'emporte. Et du coup, Braun Breaker plutôt et Dragunov vont continuer à se battre vers les coulisses. Et ensuite, on a Carmelo Hayes qui va agresser Baron Corbin et poser avec sa ceinture au-dessus du corps de Baron Corbin. Bref, on a une belle petite fin pour ce show. Du coup, en preview de la semaine prochaine, du coup, qui s'appellera NXT Gold Rush, du coup, qui sera un épisode thématique, un épisode spécial. On aura Seth freaking Rollins contre Braun Breaker pour le titre de NXT, qui sera très certainement le main event, et j'ai hâte de voir ça. On a Tiffany Stratton contre Thea Hale pour le titre de NXT. J'ai un peu moins envie de voir ça, même si j'ai envie de voir comment Thea Hale va s'en sortir face à Tiffany Stratton. Qui en plus est venu un peu l'embrouiller à un moment donné en coulisses. On a un match que j'ai très envie de voir aussi, c'est Wesley contre Tyler Bate avec Mustafa Ali en arbitre spécial pour le titre nord-américain. Alors, idée de Mustafa Ali,
Et là, tu te dis, attends, est-ce que Mustafa Ali aurait pas tenté quelque chose pour que Bate remporte le titre et qu'il pense qu'il puisse plus facilement battre Tyler Bate une fois le titre changé de main? Peut-être qu'il a le nez creux, notre ami Mustafa Ali, mais en tout cas, il donne des idées comme ça, parce qu'on sent que Wesley, il était pas trop chaud au début, et puis bon, il se dit, allez, je suis avec mes potes, allez hop, on tente le coup, hein. Mais je pense que ce sera un match assez intéressant. Ensuite, on a Dana Brooke contre Cora Jade. Alors, clairement, j'ai pas envie de voir ça, hein. J'adore Cora Jade, mais je veux dire, un match contre Dana Brooke, c'est pas spécialement ce qu'on a envie de voir. Normalement, il y aura aussi le match entre Carmelo Hayes et Baron Corbin. Alors, ils l'ont pas annoncé pendant l'épisode, comme ils font les petites previews en général, mais sur Instagram, en tout cas, il y a l'air d'avoir de prévu le match entre Baron Corbin et Carmelo Hayes. Et dernier match, du coup, Brooks et Jensen face à Blake. Pourquoi j'ai mis Blake Blade et Enofe contre Hank Ledger et Hank et Ledger plutôt. Voilà, ce triple threat match tag team pour devenir le challenger au titre de Gallus. Bref, donc voilà, beaucoup de choses qui peuvent être hyper intéressantes. À mon avis, on aura sûrement les deux matchs pour les titres principaux en main event et en opener, ou le titre nord-américain en opener à la place de Tiffany et Thea. Je sais pas trop quand ça va se passer, mais bon, c'est quasiment sûr que le Seth Rollins sera en main event. Et du coup, ce que je trouve intéressant du fait que le match entre Braun Breaker et Seth Rollins a lieu à NXT, en fait, c'est que du coup, ça va donner de la visibilité à NXT, forcément, parce que bah, on sent que là, NXT veulent vraiment en faire quelque chose d'important, voilà, parce qu'ils ont toujours fait quelque chose, hein, ça servait à créer les nouveaux talents et tout. Mais là, on sent que voilà, c'est plus vraiment la branche à créer les talents. On sent que ça devient vraiment quelque chose d'important. Voilà, on a quand même Baron Corbin qui est là. On a quand même bon, Dana Brooke, on a Mustafa Ali. On a eu Dolph Ziggler qui est venu. Bon, ça c'était l'année dernière, on a quand même eu Dolph Ziggler. On a eu les New Day, quand même les New Day qui ont remporté les titres de NXT pendant un petit moment. Donc voilà, on sent que plus petit à petit, on veut montrer de la visibilité pour NXT, emmener Seth Rollins là-bas pour un match pour le titre. En plus, j'ai mis titre de NXT, c'est même pas le titre de NXT, c'est le titre de champion du monde poids lourd. Et c'est vraiment le meilleur moyen d'emmener des gens à aller visionner, euh, d'aller visionner le show, quoi. Et du coup, ça va donner plus de visibilité à NXT, ce que je trouve génial, parce que je trouve que NXT, c'est vraiment un très bon show. Donc je trouve ça cool que plus de gens pourraient s'y intéresser suite au match entre Braun Breaker et Seth Rollins. Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que cela va également servir à Braun Breaker. Parce que du coup, ça va donner de la visibilité à Braun Breaker déjà, parce que Seth Rollins va ramener très certainement beaucoup de spectateurs et qu'en plus, Braun Breaker, le fait d'affronter Seth Rollins, bah, les gens ils vont découvrir, pour ceux qui ne regardent pas NXT, à quel point ce mec est talentueux, à quel point il est génial, et du coup, c'est clairement une très bonne façon d'ensuite l'amener au roster principal. Parce que si le mec, tu l'as déjà vu affronter un des meilleurs catcheurs du roster principal, qu'ensuite tu l'emmènes là-bas, et bah du coup, la plupart l'auront déjà vu parce qu'ils ont voulu voir le match de Seth Rollins. Et du coup, les gens ils sont pas en mode attends, c'est qui ce mec là. Non, ils seront en mode ah ouais, c'est le mec qui a failli battre Seth Rollins parce que bon, c'est quasiment sûr que Seth Rollins va garder sa ceinture. Ça n'a aucun sens que le mec qui vient de gagner et qui perde sa ceinture à NXT. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Mais pour ce que ça va apporter à Braun Breaker, je trouve ça génial. Parce que je pense que Braun Breaker, même s'il ne gagnera pas le titre, je pense que ça va juste lui apporter énormément de visibilité dans le roster principal pour ensuite l'y emmener. Et je trouve ça trop cool. Parce que Seth Rollins, c'est clairement la meilleure personne à utiliser pour faire ça. Et en plus, le match, à mon avis, ça va être une dinguerie. Donc je suis trop content. Je suis trop content. Et en fait, comme vous avez vu sur cet épisode, il y a beaucoup de matchs que j'ai trouvé bien, mais osef. Dans le sens où c'était cool, mais voilà. Les matchs auraient pu ne pas être là, ça aurait pas changé grand chose. Même si ça fait quand même avancer des petites choses, quoi. Roxanne Perrier de Paxley, en soi, je m'en fiche un peu. Mais voilà, ça montre une Roxanne voilà, qui bat le sous-fifre de Blair Davenport avant de s'attaquer à Davenport. Pareil pour Thea Hale, voilà, elle affronte Cora Jade pour avoir une grosse victoire, juste avoir un match de championnat, donc en soi, c'est pas non plus inutile, mais honnêtement, voilà, je m'en fiche un peu. Le main event, il était incroyable, mais pareil, je veux dire, on se doutait tous très bien que Baron Corbin allait affronter Carmelo Hayes, donc en soi,
Voilà, c'est un peu dommage. Après le match entre Roman Sa et Fraser, il était génial. Le début de show, il était incroyable. Bref, c'était un show qui en soi serait plutôt moyen si on le prend comme ça. Mais ce qui fait que je le trouve génial, en fait, c'est juste la promo entre Seth Rollins et Braun Breaker. Ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement fait quelque chose. Comme j'ai dit, j'étais au point de pleurer tellement j'ai trouvé le moment magnifique que ben au final ça augmente la valeur de cet épisode pour moi, juste grâce à ce moment. Et je pense que si vous êtes comme moi à surkiffer Braun Breaker et cette release, bah forcément vous avez dû être euh, hyper touché comme moi par ce moment et à l'avoir kiffé. Donc voilà, donc pour moi c'est un très bon épisode, surtout grâce à ça. Et également parce qu'on a eu plein de bons matchs, hein. Parce que même si je trouve que les histoires sont pas tous top dans les matchs, c'était tous quand même des bons matchs. Bref. En tout cas, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cet épisode en général. Du coup, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.